On se demandait si quelqu'un nous donnait un top départ. Non, top départ, ça ne veut pas dire que... Non, vous restez. Hein. Non, parce qu'on va commencer par la clé des songes. Donc, on va essayer de demander à Jean-Pierre de ne pas nous endormir, de laisser sur la petite princesse. Donc, est-ce que non, personne donne le top départ? Merci. Ah bah voilà, il y a la chef. Voilà, j'en profite pour remercier Mylène déjà de nous faire confiance pour venir partager avec vous différents points de vue et autres. Et je suis ravi de retrouver plein d'amis. Moi, j'étais un peu dans d'autres choses que Produrable ces dernières années. Et merci de me faire revenir. Et je suis très heureux. En plus, on retrouve d'autres amitiés. On en rencontre. Je pense que depuis 2 jours, vous devez avoir... Vous savez comment c'est une espèce de patchwork. Et nous, c'est un job vachement compliqué parce qu'on va essayer de faire que le patchwork se réunisse, se rassemble et que tout le monde requitte Produrable, un peu gonflé, avec une bonne énergie et surtout tout ça un peu harmonisé. Et c'est quand même une bonne idée d'avoir choisi les coalitions et le futur souhaitable. Alors évidemment, Mathieu essaiera de nous expliquer ce qu'on peut mettre derrière le mot souhaitable, ou mot futur d'ailleurs, il aime bien. Voilà. Mais d'abord, on va donner la parole à Jean-Pierre Gou. Je pense que, bon, moi, je l'ai connu tout petit, mais c'est devenu maintenant une grande star. C'est vrai que tu as été un des premiers à me connaître. Hein, tu vois, donc, oui, on a même coécrit un livre sur les imaginaires, vous voyez, il y a quelques années. Donc, c'est un mathématicien, c'est un homme d'entreprise. Il était directeur général de Power Next. Peu de gens le savent, mais c'est la bourse européenne de l'énergie. C'est là que se fixent les cours du gaz, de l'électricité, etc. Il a aussi mobilisé beaucoup de monde autour du projet One Home. On n'aura pas le temps de tout vous raconter aujourd'hui, mais allez voir, organiser des soirées. C'est ce satellite d'Al Gore qui permet de voir... Enfin, pas de voir, d'avoir un choc émotionnel à chaque fois que je regarde ces images. Et pourtant, ça fait un paquet de temps que je les regarde. À chaque fois, c'est pareil et ça donne envie d'agir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Je vous présenterai les autres intervenants, évidemment, juste après. Et je me présenterai aussi. Mais d'abord, inspire-nous, sans nous endormir autour de la clé des songes. Voilà, tout ça. Très bien. Ouais, c'est le titre de mon dernier roman. Mais derrière les rêves, il y a une force transformatrice. Donc, mais je ne vais vous pas parler des rêves. Alors, le son a l'air de bouger un peu. Donc, soit tu resserres les micros. Non, je vais me coller au micro. Et surtout, tu ne t'agites pas trop. Ouais. Je vais essayer de coller au sujet et de vous faire décoller. Donc, le sujet de cette table ronde, c'est quelle coalition pour un futur souhaitable. C'est à une époque où imaginer qu'on puisse faire des coalitions, c'est un peu difficile parce qu'on voit beaucoup de forces de séparation à l'œuvre dans le monde, de polarisation, d'opposition. Et pourtant, on est à une époque où on n'a que 2 choix. Soit on fait tous ensemble, soit on fait chacun pour soi. Et on a tous une tentation du chacun pour soi. Mais peut-être que ce sont ces limites planétaires, dont on a franchi la 7e récemment, qui vont peut-être nous aider à faire une grande coalition. Alors, cette coalition, il faut avoir la foi dans l'humanité et la foi dans ses semblables pour qu'elle puisse fonctionner. Et pour vous donner cette foi, en fait, cette énergie de coalition, elle est à l'œuvre depuis le début de l'univers, depuis le Big Bang. C'est-à-dire qu'au départ, l'univers, c'était un assemblage de particules élémentaires qui se sont associées pour former des noyaux atomiques, qui se sont associés par aussi des coalitions pour faire des atomes de plus en plus complexes dans les forges stellaires, qui se sont associés ensuite pour faire des molécules. Ces molécules se sont trouvées les unes avec les autres, ont réagi pour faire des réactions chimiques. Et puis en trouvant des cycles, qui sont des sortes de résolutions d'équations très spéciales, la vie a été inventée. Au départ, une vie très simple, très monocellulaire. Et puis, un jour, il y a eu une énergie d'association incroyable où des cellules se sont associées pour faire des êtres multicellulaires. Et tous, dans cette salle, vous êtes des coalitions de 30 000 milliards de cellules qui coopèrent pour être vous. Donc, je vais vous demander d'applaudir vos cellules parce qu'on les oublie. Voilà. Donc, si on est capable, sans le savoir, de faire des coalitions de 30 000 milliards de cellules pour être soi-même, on doit être capable de faire des coalitions pour résoudre ces petits problèmes environnementaux qu'on a causés sur cette planète. Il y a une deuxième coalition encore plus immense qui s'est montée sans grand coordinateur, c'est la biosphère. La biosphère, c'est une coalition de 9 millions d'espèces, et là-dedans, je ne compte pas les bactéries, qui coopèrent à chaque instant pour faire un gigantesque Gaïa, que le chimiste Jess Lovelock avait appelé Gaïa, qui est en fait une biosphère qui a un être vivant qui habite sur Terre et qui prend soin de ses parties. Et dans tout ça, on peut se demander qu'est-ce que fait l'humanité. Et moi, dans mon dernier roman, j'ai développé une idée que
l'humanité n'est pas un cancer de cette biosphère, mais pourrait être un nouvel organe de cette biosphère dont il faudrait déterminer le but et que tous ensemble, en fait, on pourrait faire corps, l'humanité, et former un grand méta-organisme que j'appelle Homo Biosphéris et qui, dans le livre, est symbolisé par la figure du Petit Prince. Et la Révolution bleue donne une autre interprétation du Petit Prince, qui est que le Petit Prince, la raison pour laquelle il est seul sur sa petite planète, c'est pas parce qu'il est très grand, c'est parce qu'en fait, c'est l'humanité de sa planète. C'est pour ça qu'il n'a pas de parents, le Petit Prince. C'est l'humanité de sa planète. Et qu'on est à un stade de notre évolution où à franchir le même saut que celui qu'on franchit nos cellules en devenant multicellulaires, en créant une conscience d'ordre supérieur qui est nous-mêmes, nous, on va peut-être donner naissance à l'humanité. Alors, vous me dites, c'est peut-être un grand détour et un grand pari de faire naître l'humanité pour résoudre les problèmes écologiques. Et je vais vous lire un texte très peu connu de Gabriel García Márquez qui traite de cette question. Donc, ça part d'une histoire d'un enfant qui rejoint son père, qui est un chercheur réputé, qui s'efforce de résoudre les problèmes de l'humanité, un peu comme beaucoup de gens ici autour de cette table. Guerre, terrorisme, abus, scandale absorbent la réflexion du père. L'enfant entre dans le bureau, tire la manche de son papa et lui dit « Papa, je veux t'aider ». Son père le renvoie. « Non, non, mon fils, j'ai beaucoup de travail. » Mais le petit insiste. « S'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Le père, très très occupé, s'agace. Il y a là une revue avec une carte du monde. Alors le père prend la carte. Avec des ciseaux, il la découpe en petits morceaux qu'il lui remet avec de la colle. Voilà, essaie de reconstruire le monde. Il croit occuper ainsi son fils pendant des jours et des jours. Mais après 2 heures, le fils a résolu le problème et revient voir son père. « Comment as-tu pu faire cela ?» lui dit le père interloqué. « Eh bien, papa, j'ai vu que de l'autre côté de la carte, il y avait la figure d'un homme. Le monde, je ne le connais pas, mais l'homme, si. Alors, j'ai retourné tous les petits papiers et j'ai d'abord reconstruit l'homme. Puis j'ai retourné le papier. J'avais reconstruit le monde aussi. Merci. » Merci beaucoup, merci Jean-Pierre. Effectivement, on vous recommande la lecture des 4 premiers tomes. Vous ne précipitez pas parce qu'après, vous allez avoir la frustration pour... Il y en a un 5e à venir et on est tous impatients. Non, mais vraiment, lisez, c'est passionnant et c'est surtout positif. Et c'est vrai que la... Ah, il a oublié quelque chose. La question, c'est celle de l'utopie. García Márquez est dans le dernier tome, dans La Clé des songes. Voilà. Ouais, absolument. Que j'ai fini la semaine dernière, et pour ça je suis bien placé pour vous recommander. 4 intervenants pour finir à la fois cette journée et encore une fois c'est formidable 2 jours. Vanessa Laugeret a fondé Parangoun. D'ailleurs, je ne lui ai jamais demandé pourquoi ça s'appelait Parangoun, mais peu importe. Elle est aussi maître d'œuvre déléguée du GENACT, que vous connaissez peut-être, du C3D. Elle œuvre depuis très très longtemps sur ces sujets. Elle avait notamment aussi créé Run Coprunner, je crois. C'est ça. Donc la passe de la communication, de la mobilisation, évidemment le fait de travailler ensemble. Un club de directeurs RSE comme le C3D, c'est évidemment une coalition. Le GENACT, je crois, d'autant plus. Alain Renaudin, qui est aussi un homme de communication. D'ailleurs, de toute façon, dans la coalition, il y a de la communication. Il dirige une agence qui s'appelle New Corp. Et il a une passion, c'est regarder comment ça se passe dans la nature. Et d'ailleurs, on lui demandera de nous raconter des vraies histoires. Et par ailleurs, petite seconde minute de publicité, je vous recommande fortement de nous retrouver à Marseille dans quelques jours. Il y aura Biomime Expo, mais je crois que vous avez peut-être vu, il y avait un immense stand qui vous permettait de découvrir tout ça. Mathieu Baudin, donc l'Institut des futurs souhaitables. Vraiment, j'allais pas dire une formation. C'est plus qu'une formation, c'est, je crois, une forme d'initiation. Chaque promotion est une coalition en tant que telle et ça arrive à s'agglomérer assez bien les unes après les autres. Vous pouvez regarder aussi sur Internet, il y a un podcast qui est enregistré au Théâtre du Rond-Point. Je crois que c'est dit à l'avenir que nous arrivons. Il aime bien les formules, vous allez voir, mais c'est important d'être porté aussi par les mots. On est parfois trop dans une culture du SMS. Il y a un moment, on a besoin d'incarner à travers les mots tout ce qu'on se raconte. Et enfin, Amaury de Buchet, en tant qu'entrepreneur, des belles startups, de belles réalisations et une implication, vous allez voir, à la fois au MEDEF, mais aussi dans la formation et notamment
coalition, ça veut dire territoire, mais ça veut dire aussi multi-territoire, multi-coalition, et on va avoir l'occasion d'en parler. On va commencer avec toi, Mathieu. Futur souhaitable. Voilà. Ça veut dire quoi? Déjà, ça se met au pluriel. C'est les futurs souhaitables. Un pluriel pour éviter les uniques, si je puis utiliser cette formule. Est-ce que vous l'entendez bien? J'ai l'impression que son micro est un peu... Attends. J'imagine. Donc je disais que le futur souhaitable, en fait, il se conjugue au pluriel. C'est un pluriel pour éviter les uniques. Pourquoi? Parce que les uniques, c'est ce qui a flingué le XXe siècle. En fait, il y a eu des affrontements d'uniques. Donc déjà, si on ne veut pas reproduire la défaite du XXe siècle, on met des pluriels justement pour essayer de mettre des pluriels dans nos vies. Et après, les futurs souhaitables, c'est profondément les futurs qu'on va savoir construire ensemble pour vivre un peu plus équilibré dans un monde fini en symbiose avec le vivant. Comme ça, j'ai fait la synthèse de toute la table ronde, et y compris du roman bonne soirée de Jean-Pierre. Donc, c'est quelque chose de post-partisan. C'est là où je veux en venir. On va avoir besoin de coalition, c'est sûr, mais pas de coalition spécifique, de coalition d'attitude. Profondément, c'est celles et ceux qui veulent en être d'un futur qui soit autre que celui qu'on vous augure à longueur de temps sur les plateaux télé, dans les films de science-fiction, sur vos plateformes Netflix préférées. On a toujours une idée que demain est l'érosion d'aujourd'hui en pire. C'est ce que l'humanité a de pire. Demain sera profondément ce que nous allons en faire. C'est la grande leçon de toutes celles et ceux qui se sont essayés à imaginer l'avenir. C'est une affaire de volonté, l'avenir. Donc les futurs souhaitables, ça exhauste notre désir d'avenir. Ça questionne l'horizon. Et moi, je pense qu'en France, on n'a pas de problème de solution. On en voit plein, là, à Produrable. On va en voir plein à Biomime Expo. On a un problème d'horizon. On a un problème de se dire ensemble où on veut aller. Et où on veut aller, c'est un projet politique, peut-être celui qui nous manque. Merci. Je me rends compte que j'ai totalement oublié de me présenter. Donc, bon, je m'appelle Gilles Béraud et moi, je m'intéresse à la question de changement d'échelle. Comment on agit à grande échelle? Moi, ce qui m'ennuie le plus dans la vie, c'est quand on me dit « il y a une super bonne pratique ». Ben non, une super bonne pratique, ça enterre les choses. Et la question, c'est comment on peut trouver effectivement la façon de collaborer. J'ai présidé le comité 21. Aujourd'hui, je suis impliqué dans une start-up qui travaille sur les fraudes au financement public. Et il n'y a pas longtemps, j'étais encore directeur général d'une ONG que j'ai fondée qui s'appelle Stop Exclusion énergétique. Mais Vanessa, aujourd'hui, maître d'œuvre, machin, enfin, en gros, tu coordonnes, et tu es une fonction de délégation générale de 2 coalitions. Est-ce qu'on peut les décrire un peu, mais c'est pas tant de décrire, tout le monde connaît le C3D par exemple, mais comment ça marche, ou qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, quoi? Parce que dire, il faut des coalitions, je pense que tout le monde est d'accord. La question, c'est comment faire et comment faire dans le temps. Oui, alors effectivement, moi j'ai 2 casquettes, ou peut-être 3. Donc tu le rappelais, celle de Parangone, donc qui est une agence qui a la particularité, c'est pas anodin vis-à-vis de l'intitulé de la table ronde, qui a la particularité de travailler avec les entreprises, avec les collectivités et avec les associations. Donc on a cette triple culture. Nous avons la chance, je parle de chance, même si j'espère elle est méritée, d'accompagner effectivement 2 associations qui aujourd'hui représentent des coalitions fédératrices et j'allais dire catalyseurs dans un contexte qui n'est pas anodin. Puisque on a besoin de faire savoir, bien plus que c'était encore le cas il y a quelques années, que nous sommes nombreux, que nous sommes organisés, que nous avons une force collective, que nous sommes donc plus forts par cette force collective, que nous partageons ces forces et les galères, beaucoup les galères en ce moment, et que nous avons la capacité d'activer l'influence politique, et ça n'aura échappé à personne, nous n'avons plus de politique. Donc c'est terminé, momentanément en tout cas, et que donc on doit s'organiser pour faire politique, dans le sens le plus noble du terme. Donc, les coalitions... On ne sait pas si tu le regrettes ou pas, d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet. C'est ça. Les coalitions, c'est finalement une somme d'énergie de transformation. J'avais juste envie de démarrer là-dessus, ne serait-ce que pour moi-même me mettre en mouvement dans la réflexion. Pour répondre à ta question,
Qu'est-ce qui, alors déjà, pourquoi quand même on fait coalition? On y a répondu. Qu'est-ce qui fait qu'on est une coalition? Il y a plusieurs typologies de coalition. Nous, on a la chance d'en représenter deux très complémentaires. Une qui est donc le Collège des directeurs du développement durable, qui c'est parti d'une petite aventure créée par Sylviane Villaudière à l'époque. Il y avait 70, 20 ou même 20, 30 et puis après 70. Aujourd'hui, c'est 400 membres. C'est 400 membres de pairs, puisque c'est des responsables RSE. Le C3D est l'association de référence de la profession RSE et 400 directeurs RSE des grandes entreprises, des 400 grandes entreprises françaises du CAC 40 principalement. C'est une association de pairs, une coalition de pairs et qui va s'accorder sur une vision d'avenir de la profession. GenAct, c'est encore autre chose. GenAct a une vocation, et ça a d'ailleurs été c'est une initiative du C3D, pour aller réunir toutes celles et ceux qui ont l'envie d'activer leur pouvoir d'agir au sein de l'entreprise, quelle que soit leur fonction, leur statut ou même leur métier. Donc, c'est une autre forme de coalition, beaucoup plus inclusive, celle-ci, parce qu'aujourd'hui, on sait bien qu'on arrivera à bouger si on sort de l'idée que la RSE est réservée aux experts. Et donc, la coalition, c'est aussi ça, c'est aller chercher le plus grand nombre, et c'est la vocation de GenAct. Merci. Alain, le fait de regarder la nature, est-ce que c'est une façon, tiens, si tu peux partager le micro, voilà. Est-ce que c'est une façon justement d'aller vers une coalition plus souhaitable? Est-ce que c'est technique? Mais je crois, on peut peut-être parler, on a parlé anecdote, enfin pas anecdote, on a parlé de réalité de coalition dans la nature. Peut-être on peut partir de ça. Raconte-nous. C'est vrai que dans cette salle, on ne se sent pas non plus en toute proximité de la nature. On n'a même plus, parce que maintenant, depuis qu'on est devenu écolo, on n'a même plus de plantes sur scène. Mais... Non, je réfléchis depuis la petite introduction de Jean-Pierre sur la différence entre des coalitions, on va dire, innées et décidées et réfléchies. Et je pense qu'on a du mal à faire des coalitions parce que peut-être qu'on réfléchit trop. On s'analyse trop, on se regarde trop, il faut arrêter, il faut y aller de manière plus instinctive. Ce qui fait la résilience d'un biotope, c'est plein de trucs différents qui sont connectés entre eux et qui crée quelque chose de plus grand que la somme des individus. Donc une coalition, c'est pas un fait politique. Nos cellules, effectivement, font une coalition, mais elles n'ont pas décidé chacune d'entre elles. Mais il se trouve que le résultat de la coalition rend service à chacune d'entre elles. Donc elles y trouvent un intérêt. Moi, je suis économiste de formation, j'ai été biberonné à La richesse des nations, Adam Smith, La main invisible, chacun cherche son intérêt individuel, et puis peut-être bien que ça va participer à l'intérêt collectif. Aujourd'hui, il faut renverser le paradigme. Et moi, je rêve d'une main invisible à l'inverse, qui fait que chacun, en recherchant l'intérêt collectif, contribue à son intérêt individuel. On est dépendant du bien commun collectif, parce qu'aujourd'hui, on pèse, comment dire, ça nous pèse, enfin, je ne sais pas comment dire, mais disons que on souffre de la dégradation de notre bien commun. Donc, effectivement, dans le vivant, si vous prenez la façon dont ça fonctionne, bien souvent, il y a des intérêts mutuels. Et donc, je vous renvoie à Pablo Servigné, à l'idée que la coopération est beaucoup plus productive que la compétition en biologie, en vivant. Ce n'est pas un propos dogmatique ou théorique ou d'engagé, etc. C'est comme ça. C'est comme ça. Travailler ensemble, ça produit plus de choses. Et moi, ce que je voudrais juste dire un mot pour rebondir sur ta question, Gilles, et puis engager la suite, après je m'arrête, c'est que je suis très frappé de voir à quel point on est tous convaincus qu'il faut qu'on travaille ensemble. On est tous convaincus qu'il faut qu'on ait des idées nouvelles. Et je pense qu'il faut déjà qu'on fasse, nous, équipe entre nous, qu'on invite d'autres regards dans la salle, d'autres compétences, d'autres talents, qu'on accepte le regard de l'autre. Et en réalité, quand on provoque ces situations-là, parfois improbables, moi j'aime bien à Biomime Expo faire en sorte que des chercheurs académiques dans un domaine ultra pointu rencontrent un entrepreneur ou rencontrent d'autres collègues dans un domaine hyper pointu, mais tout à fait différent des leurs.
Parce que souvent, c'est surprenant. Souvent, on se rend compte que le problème qu'on doit résoudre, on a beau se considérer chacun d'entre nous hyper ouvert d'esprit, hyper à l'écoute. On est tous très formatés par notre cursus, par notre culture, par notre éducation. On est hyper formatés. Et les problèmes qu'on doit résoudre, on a intérêt à les regarder de manière hybride. Moi, j'adore, je crois beaucoup à l'idée de l'hybridation créative. À cette idée qu'à un moment donné, en compilant des diagnostics, des regards, des compétences, on va regarder un truc différemment. Parce que si je le regarde comme un designer, si je le regarde comme un logisticien, si je le regarde comme un ingénieur ou si je le regarde comme un biologiste, je ne vois pas les choses différemment. Si vous écoutez Serge Berthier à l'Institut des nanosciences de Paris, vous parlez d'un papillon qui s'appelle le papillon morpho, il va vous le raconter pas uniquement comme un entomologiste, il va vous expliquer que cette nanostructure de surface, ces 4 strates d'écailles qui sont empilées d'une certaine manière, ça crée une diffraction de la lumière blanche et ça crée de la coloration sans pigment, sans chimie. Et à ce moment-là, l'entomologiste, le biologiste du muséum ou d'ailleurs, il parle à l'ingénieur. Et donc, ces mélanges-là, ils créent des passerelles culturelles, sémantiques. Et à un moment donné, à partir de là, on peut générer des idées nouvelles. Merci. Bon, je n'aurai pas mon histoire, mais je pense on y reviendra. Amaury, toi, tu es donc un entrepreneur. Tu raisonnes beaucoup sur les questions de territoire. Donc, comment tu abordes cette question des coalitions ? Alors, pour les coalitions, j'essaie de trouver quelque chose qui me permette de faire le lien entre le monde où j'œuvre, qui est le monde de l'entreprise, et puis le monde des coalitions. Pour moi, l'étape d'après, la coalition, une fois qu'on dit on veut faire coalition, l'étape d'après, c'est de trouver une forme. C'est un collectif, une coalition, de certaine manière, un collectif d'êtres humains. On veut donner une forme. Il y a plein de formes différentes. Ça peut être une association, ça peut être un consortium, ça peut être une entreprise. Pour moi, une entreprise, c'est aussi une coalition. Il y a plein d'humains différents qui peuvent avoir des avis différents sur plein de choses, des compétences différentes. Donc pour moi, c'est aussi une façon de le voir. Et pour revenir un peu au thème de la journée, et des 2 journées, on est tous, je pense, convaincus d'un certain nombre de vérités, comme les limites planétaires, la nécessité d'agir pour la transformation, etc. Mais la grande question, c'est le comment. Et finalement, ce qui, pour moi, définit toutes ces coalitions, ces collectifs et autres, c'est comment on va mettre les choses en œuvre. Alors, pour mon cas, depuis pas mal d'années, alors j'ai créé un cabinet de conseil avant, puis j'avais arrêté, et j'ai toujours finalement une activité, une double activité, une activité associative et une activité professionnelle. En l'occurrence, j'ai 2 activités professionnelles maintenant, parce que j'enseigne et j'ai mon entreprise, mais beaucoup d'activités associatives. Activités associatives, si on prend la notion de territoire, ça me permet de jongler finalement selon les échelles de territoire. Au niveau local, moi je suis dans un quartier à Paris qui est le quartier de Sedan-Popincourt, et on fait coalition au sein de l'association des commerçants du quartier. J'ai été coprésident, etc. Donc on essaie de faire mettre en œuvre des actions pour réduire le gaspillage, pour apaiser le quartier, etc. Au niveau parisien, je vais être donc au bureau de la Chambre de commerce de Paris. Et là encore, on essaie de voir comment on peut travailler pour un PLU qui soit respectueux de l'économie, ce qui n'est pas toujours évident d'articuler l'économie et l'urbanisme et le logement et pas mal de choses. Et puis finalement, je continue au niveau régional. On a monté un collectif de tiers-lieux, finalement avec différentes catégories de tiers-lieux, des gens qui font du coworking, des gens qui font des Fab Labs, des gens qui font des tiers-lieux artistiques et culturels, etc. Donc des gens qui sont extrêmement différents. Et donc finalement, moi, ce qui m'anime, c'est comment je vais pouvoir, à un niveau ultra local, un petit peu moins local, régional, national et voire international, créer des liens, des passerelles pour du coup mettre en œuvre des changements. Parce que, la question derrière tout ça, et je sais pas, Mathieu, je sais pas, combien de personnes sont passées par l'Institut ? 2000. Est-ce que... C'est quand même un chiffre, 2000. je pensais que c'était beaucoup, mais pas à ce point-là, et pourtant on se connaît bien. Est-ce que les gens sont préparés à travailler en coalition ? Tout à l'heure, on disait Jean-Pierre, finalement, on est des individus, on a du mal à être en collectif. Est-ce que ça demande des compétences particulières ?
Mathieu. Ah, c'est moi. Ouais. Alors, moi, je vous réponds à ça, mais Amaury, vous n'avez pas parlé du truc qui est marqué le MEDEF. Est-ce que c'est une coalition, le MEDEF? Et si oui, c'est quoi leur futur souhaitable? Il m'enlève mes Non, questions. désolé, mais en fait, vous Alors, j'ai avez déjà fait les strates. Je me suis arrêté effectivement au niveau régional. Ouais. J'aurais pu aller au niveau national et international, mais effectivement au niveau national, moi je suis depuis 20 ans impliqué au MEDEF, donc dans les commissions entrepreneuriat et innovation, parce que je pense que les deux s'articulent bien ensemble. D'ailleurs, je suis professeur d'entrepreneuriat et d'innovation dans les écoles de commerce aussi, donc j'ai monté l'incubateur. Voilà, donc finalement c'est une coalition. Les adhérents du MEDEF, ce sont toutes les fédérations sectorielles possibles, imaginables, et plein de MEDEF locaux. Et à chaque fois, ce sont des entreprises, des entrepreneurs. Le C3D est très présent donc au MEDEF, comme beaucoup d'autres. Et donc, on se veut finalement être là où vous allez avoir plein de chapelles, de secteurs ou autres. Au MEDEF, finalement, l'idée, c'est de se dire tout le monde doit parler ensemble. Par exemple, une activité qu'on a lancée, que moi j'ai lancée dans le cadre du comité Startup, que je co-anime avec le patron de Blablacar, c'est des soirées où finalement on va mettre en lumière des secteurs d'activité, la legal tech, la medtech, etc., qui finalement vont essayer de faire coalition ensemble, mais au bout d'un moment, ils oublient ce qui se passe ailleurs. C'est comme les clubs féminins, entrepreneuriat féminin, etc. Il y a un moment où c'est bien de travailler ensemble, mais il faut aussi aller un peu plus loin. Et c'est pareil finalement pour plein de silos. Et le MEDEF, c'est l'endroit où finalement tous les silos peuvent éclater et discuter ensemble. Mais ils discutent d'un futur souhaitable dans lequel on a parlé depuis 2 jours, ou d'un futur corporatiste, ou un autre futur. Est-ce que vous avez ressenti au MEDEF ce que vous avez ressenti pendant 2 jours ici? Alors, pour dire vrai, je suis arrivé il y a 1 heure, donc du coup, je n'ai pas ressenti. Vous avez vu les thématiques, vous avez vu. J'ai vu les thématiques, etc. Bon, l'idée, c'est de ne pas mettre trop le focus sur le MEDEF, parce que je cherche à faire. Le MEDEF, c'est des hommes et des femmes qui cherchent à faire évoluer la société dans laquelle ils sont, et ils ont tous chevillé au corps le fait que l'entreprise est un moyen de transformation. Transformation digitale, transformation économique, transformation environnementale, transformation sociale et autres. Et donc finalement, tous les gens qui sont MEDEF, mais vraiment sans exception, ils vont pour faire ça finalement. Alors après ça, vous avez naturellement diversité de points de vue. Vous avez des électro-intensifs et d'autres qui ne le sont pas. Vous avez des gens qui produisent, d'autres qui achètent. Donc nécessairement, il y a finalement cette culture du consensus qui arrive au MEDEF et qui finalement peut-être manque un peu en politique de nos jours, mais en tout cas on espère qu'elle reviendra. Voilà, donc, et si Mathieu tu veux répondre à ma question, mais si tu n'as pas envie, c'est pas grave. Non, mais là c'est l'occasion. Non, mais pour savoir si les coalitions, nécessairement les coalitions participaient du même but. Moi j'ai la chance de voir plein de coalitions de plein de domaines différents, et on concourt quand même chacun avec son niveau, chacun avec son expérience, à un monde plus équilibré, à un monde où le vivant est intégré, à un monde où on replace la richesse là où elle aurait dû jamais quitter finalement, une richesse pas que financière, une richesse où on donne à plus que soi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et si vous me dites que le MEDEF il est dans cette énergie-là, ça me rassure. Ça veut dire que c'est post-partisan notre aventure. C'est pas un truc de droite, c'est pas un truc de gauche, c'est pas un truc de privé et de public, c'est de celles et ceux qui veulent faire de demain quelque chose de différent d'aujourd'hui et peut-être même de meilleur. Et dans le mieux, c'est pas le plus. Le mieux, c'est un gain qualitatif de civilisation. Et donc, je suis plutôt rassuré que vous soyez là et en plus que vous... Entièrement d'accord. Et donc, c'est pas inné la coalition, mais par contre, c'est très utile. C'est un bon Justement, outil. est-ce qu'elle a besoin d'un objectif parce que quand on parle du MEDEF ou du C3D, ça n'a pas un objectif précis, parce qu'une coalition avec un objectif, ça peut s'arrêter si l'objectif est atteint. Donc la question, est-ce qu'une coalition peut vivre dans le temps? Et peut-être tu peux réagir, Vanessa, et on reviendra sur Mathieu après, sur le fait que est-ce qu'une coalition comme le C3D peut vivre dans le temps, ou est-ce que ça peut s'arrêter? Alors, le C3D déjà ne fait pas coalition avec le MEDEF, en tout cas sur certains sujets, je dois le préciser. On a traversé une année on va dire de difficultés rencontrées autour de la CSRD, de positionnement sur la CSRD, etc. Je tenais juste à le préciser. Après, il n'y a pas qu'un MEDEF, il y a des MEDEF locaux notamment qui se distinguent aussi par des
des postures peut-être beaucoup plus Pour ceux qui ne connaissent pas, convergentes. le MEDEF, une entreprise n'adhère pas au MEDEF. Le MEDEF regroupe soit des territoires, soit des métiers. Oui. Sur la longévité finalement des coalitions, écoute, c'est pas évident cette question-là. D'abord parce que je n'en sais rien. Il y a ce phénomène de la fenêtre d'Overton qu'on connaît bien, hein, qui peut changer très brutalement les codes d'une période à l'autre. On a vu comment on passe d'une Amérique plutôt ultra multilatérale à l'Amérique de Trump, et tout ça change la face du monde, au moins pour quelques années. Donc c'est très difficile de savoir ce qui va durer ou ce qui ne va pas durer. Il faut s'accorder dans le temps sur l'évolution par rapport à un certain nombre de variables. Dans le cadre du Collège des directeurs du développement durable, en presque 20 ans d'existence, puisqu'il fêtera ses 20 ans dans 2 ans, il y a eu des débats fondamentaux. Comment faut-il porter des plaidoyers ensemble? Quelles sont nos zones de risque si on le fait? Qu'est-ce qui réunit la fonction RSE? Est-ce que le fait de réunir des représentants de cette fonction RSE de grandes entreprises nous autorise à dire que l'on parle au nom de ces entreprises? Sans doute pas. Donc c'est des questionnements permanent, et une coalition qui dure, c'est une coalition qui est organisée, dont la gouvernance est organisée. Parce qu'il faut organiser ces débats. Et quand on est 400 membres, c'est pas rien pour s'accorder. Donc je ne sais pas répondre à cette question de la clé de la longévité. Peut-être ça passe par la gouvernance, sa bonne gouvernance. Alain, est-ce que tu peux compléter? Alors, je n'ai pas forcément te ramener tout le temps qu'au biomimétisme. Non, mais... Quoique c'est quand même intéressant de Non, savoir s'il y a des formes de déterminisme et de capacité collective installées, ou est-ce que les coalitions naturelles évoluent dans le temps? On peut regarder ça à différentes échelles, mais Mathieu Bodin a fixé un cap qui me paraît être une bonne façon de poser le problème. C'est une coalition pour quoi faire. Il se trouve que, encore une fois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est raisonné ou c'est pas raisonné, j'en sais rien, mais il se trouve que dans le vivant, il y a des coalitions, il y a des acacias en Afrique qui travaillent en collaboration d'une certaine manière avec des fourmis qui vont protéger l'acacia des grands prédateurs mangeurs de feuilles que sont les grands pachydermes, les éléphants. Alors ça vous paraît bizarre si vous imaginez une petite fourmi avec ses petits poings qui va aller dire à un éléphant non, viens pas casser les branches. Il se trouve que quand l'éléphant se rapproche de l'acacia, il est envahi par ces petites fourmis un peu urticantes, un peu piquantes, ce qui fait que ça va le gratter et le démanger, et il va passer son chemin. Et il se trouve que c'est une coalition, mais c'est une coalition d'intérêts fortement réciproques. C'est-à-dire qu'on parle de coalition parce que c'est chic, c'est élégant, c'est gentil. On pourrait aussi parler d'esclavagisme, hein. Parce que finalement, la fourmi y trouve son compte, parce qu'elle se nourrit du nectar du fruit de l'acacia. Et finalement, l'acacia a rendu la fourmi dépendante. Et donc le deal, c'est tu me protèges des grands pachydermes, et en contrepartie, je te donne de la nourriture. Et il se trouve que sur une région d'Afrique, des plus grosses fourmis sont arrivées. Et c'était des fourmis assez voraces qui adoraient ces petites fourmis protectrices des acacias. Et donc les grosses fourmis ont mangé les petites fourmis. Qu'est-ce qui s'est passé? L'acacia n'était plus protégé, il n'avait plus son bouclier. Ce qui fait que petit à petit, les éléphants sont venus manger les feuilles d'acacia dont ils raffolent. En mangeant les feuilles d'acacia, ils ont cassé des branches, etc. Les lions attaquaient des zèbres. Les lions se nourrissent de zèbres. Et pour attaquer les zèbres, les lions se rapprochaient des troupeaux de zèbres en se cachant derrière le feuillage des acacias, qui petit à petit, feuillage, s'est troué du fait de l'action des pachydermes. Ce qui fait que les lions n'ont pas pu se rapprocher suffisamment proches des zèbres qu'ils ont vus venir, parce qu'ils étaient moins cachés par les... Ce qui fait que les lions, maintenant, dans cette région d'Afrique, chassent des buffles. Donc la petite fourmi, la grosse fourmi qui a mangé la petite et qui a cassé cette symbiose, cet écosystème, cette coalition, elle a changé le régime alimentaire du lion. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est très subtil, tout ça est un équilibre qui est fait par l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la coalition dans le milieu vivant, elle fonctionne parce que de manière itérative, elle produit un résultat qui est satisfaisant pour tout le monde.
Et donc en fait, c'est le résultat satisfaisant pour tout le monde qui conforte la coalition. Et des coalitions dans le vivant, il y en a plein. Des coalitions ou des échanges de bons procédés. Il y a un truc qu'on voit jamais, dont on parle jamais, qui sont les fameux champignons mycorhiziens. C'est génial, la mycorhize. La mycorhize, c'est l'étage dans le sol qui fait le lien entre le mycélium et le réseau racinaire de la plante. Le mycélium apporte de l'eau et des nutriments, et il est vachement intéressé par le glucose, le résultat de la photosynthèse de la plante, qui est dans le milieu extérieur. Et l'échange se fait, la place de marché, si vous voulez, se fait par le réseau racinaire des champignons de la mycorhize. Eh bien, vous avez aujourd'hui des entreprises, des startups, je pense à Mycophyto, je pense à Mycea, qui réintroduisent des champignons mycorhiziens locaux, parce que ce n'est pas les mêmes qui sont efficaces à Dunkerque ou à Nice. Parce que les coalitions dans le vivant, elles sont toujours adaptées à un environnement local. C'est jamais, Mathieu a parlé du pluriel. C'est des coalitions au pluriel. Ce qui fonctionne dans le vivant, c'est toujours un truc qui est adapté à un temps et à un lieu. Pourquoi est-ce que les tortues brassent et n'ondulent pas? Parce que les tortues sont un reptile et qu'un jour elles sont sorties de l'eau et elles sont retournées à l'eau. Les tortues devraient onduler, comme tout le monde dans l'eau. Mais non, les tortues, ça n'ondule pas. Donc c'est toujours lié à une histoire, à un lieu. Et donc les coalitions au pluriel dans le vivant, c'est parce que le collectif trouve un intérêt au résultat de la coalition collective. Et cette coalition, elle va changer dans le temps, probablement, parce que ce n'est qu'une évolution continue. Et nous, ce qu'on doit redécouvrir, c'est qu'on a un intérêt collectif à faire cohabiter ensemble des intérêts individuels. Et donc ce qui va mouvoir, ce qui va favoriser cette coalition, c'est qu'on va y gagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'équipe qu'on doit constituer, elle va être faite de différents talents, mais avec aussi des joueurs qui sont capables de faire des passes décisives. Parce que si on veut une coalition, mais qu'on n'écoute pas l'autre, qu'on ne connaît pas l'autre, qu'on ne comprend pas ce qu'il peut apporter à l'équipe, ça ne marche pas. Merci. Voilà, donc l'inspiration naturelle. Alors, pour revenir à la question de la compétence quand même, ou de l'envie de coalition, est-ce que, Amaury, parce que je ne sais pas combien d'élèves tu fréquentes par an, mais un certain nombre, ou c'est peut-être eux qui te fréquentent, mais est-ce que ça fait partie de la nature humaine, en tout cas des comportements actuels, d'aller vers la coalition? Et ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de se poser la question, est-ce que tu as vu évoluer cela ces dernières années? Alors, bon, il y a beaucoup de choses dans la question. Je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant à dire, ce que j'ai pu noter. Bon, déjà, la plupart des universités en France, hein, elles ont, on va dire, trois objectifs. Hein. Elles ont la production de recherche, de nouvelles connaissances, c'est ça, la recherche. Hein. Elles ont des objectifs de formation d'étudiants et elles ont des objectifs aussi de développement de l'activité, notamment économique, territoriale, etc., par l'insertion des jeunes dans un territoire. Donc ça, c'est finalement les trois grands objectifs des universités. Si on regarde, est-ce qu'il y a eu une évolution là-dedans? Je pense que la troisième partie, clairement, elle était beaucoup moins prégnante il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années qu'elle ne l'est maintenant. Les universités sont beaucoup plus présentes, que ce soit dans des pôles de compétitivité, dans un certain nombre de coalitions locales de recherche, des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, etc., pour justement contribuer plus au débat, à l'amélioration des choses, à l'atteinte d'objectifs dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc ça, oui, on le voit. Si on revient sur les compétences et sur les étudiants eux-mêmes, les étudiants, en fait, en tant que professeur, le truc qu'on a l'impression qu'il y a deux choses qu'ils aiment bien, les étudiants. Hein. Bon, à part les associations, ça, généralement, ils n'aiment pas les pieds. C'est dangereux pour nous. Et par contre, il y a deux choses qui vont les intéresser. Un, c'est les intervenants, c'est faire venir des gens qui, finalement, sont sur le terrain, ont des histoires à raconter. Donc ça, c'est des choses qui marchent très, très bien. Et le deuxième, c'est les projets. En fait, les étudiants, ils adorent faire des projets. Et faire des projets, en fait, c'est à chaque fois des coalitions. On va former un groupe. On va organiser une équipe pour gagner, je ne sais pas moi, une Transat ou pour gagner le concours Incel ou pour faire ça. Donc finalement, ou pour réussir un projet entrepreneurial. Toutes les écoles maintenant ont des espaces de coworking ou des incubateurs. Donc finalement,
cette pédagogie par projet est quelque chose qui s'est beaucoup développé et qui, je pense, contribue à développer. Alors beaucoup travaillent de l'entrepreneuriat, ce qui est un peu mon biais à moi, cet esprit de coalition pour une action, pour un impact. Une vraie culture de la coalition. Est-ce que, Vanessa, l'Internet change ton métier Là, on est une coalition humaine aujourd'hui. Là, on est là en présentiel, mais tout le monde va repartir sur son Teams ou autre. C'est un facilitateur, c'est plutôt le contraire. Bon, évidemment, c'est un peu les deux, mais comment, qu'est-ce que ça change? Oui, alors peut-être juste sur la question des compétences, moi j'avais juste envie d'abonder sur la compétence la plus requise dans une coalition, qui est plutôt du registre des soft skills, qui est l'énergie. Surtout en ce moment, on fait coalition parce que, d'abord, une coalition, c'est toujours de l'entraide. Moi, je le vois par notre expérience quand on mène des enquêtes, que ce soit pour GenAct, pour C3D ou dans d'autres types de contextes, qui ressort systématiquement. De quoi avez-vous besoin? D'aide, d'entraide. Donc, et la meilleure entraide que l'on puisse s'apporter respectivement aujourd'hui, c'est l'énergie. On est mort de fatigue, ça demande une telle énergie, tout ce qu'on fait. Mener la transformation. Et on est malmené aujourd'hui, très malmené. Le meilleur service que puisse offrir la coalition, c'est le partage d'énergie. Voilà. Donc moi, ce que je regarde quand je recrute, c'est l'énergie vitale. Est-ce que la personne qui va venir rejoindre GenAct, le C3D, Parangon, a cette énergie vitale jusqu'au bout pour tenir. Voilà. La deuxième chose, pour répondre à ta question. Alors, comme d'habitude, l'innovation technologique est toujours à la fois une menace et un énorme atout. L'énorme atout, on le connaît. D'ailleurs, on n'aurait pas pu créer GenAct, qui est quand même... Alors, c'est une association, c'est un mouvement, c'est une coalition, mais c'est aussi et surtout une immense plateforme digitale aujourd'hui qui réunit 63 partenaires de l'écosystème de la transformation et des praticiens du régénératif, parce que on n'a pas encore lâché le mot de régénération, mais les coalitions, c'est aussi les coalitions pour réparer, pour régénérer, et c'est ce que propose GenAct. Et donc, mais formidable, l'outil digital aujourd'hui, mais ce que ça permet, et nous, on vit, ça nous permet de partager 300 contenus hautement qualifiés avec ces 67 partenaires, c'est juste génial. Tribal, vous connaissez tous Tribal, laissez tomber WhatsApp, hein. Tribal, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on est capable de connecter les 2500 GenActeurs, GenActrices via cette plateforme bretonne qui peut supplanter WhatsApp. Laissez tomber WhatsApp, allez sur Tribal. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Maintenant, et d'ailleurs, hier, j'étais avec Eric Campos, avec Julien de Normandie. J'étais modératrice, j'étais à ta place cette fois-ci. Et il y a eu un débat là-dessus. Campos, qui est directeur RSE du Crédit Agricole. Ouais, de l'engagement sociétal. C'est intéressant comment le wording est en train de changer aussi. Ils disaient tous les deux quelque chose de super intéressant. C'est que c'est pas seulement un outil le digital aujourd'hui, c'est un autre monde. Et donc, il y a le monde où il y a des débats sur l'implantation, les territoires, l'implantation des éoliennes, etc. Et puis, il y a le monde du numérique. C'est quoi la différence? C'est que dans le monde du numérique, on ne le connaît pas. Ce n'est pas les mêmes règles, ce n'est pas les mêmes maîtres du monde, et tout est encore à explorer. Et on a beaucoup de forces embusquées, des forces contraires embusquées, et on ne les voit pas. Et nous, et le plus grand danger quand même, c'est ce biais que ça peut amener par l'entre-soi. C'est-à-dire on crée la communauté qui nous ressemble, et comme on crée la communauté qui nous ressemble et qu'on ne voit pas les autres, on peut être potentiellement en danger. Et aujourd'hui, on est en danger. Donc il faut faire encore plus coalition, parce qu'il y a une vraie bataille à mener sur des territoires qui sont encore inconnus. Mathieu, sur l'exploration des territoires inconnus, tu veux réagir ? Ouais, l'analogie, je la trouve belle déjà. On est dans ce moment où on n'est peut-être pas en crise. Finalement, ça fait trop longtemps qu'on est en crise.
Moi, je suis un enfant des 30 rugueuses, hein, j'ai connu que la crise. J'ai eu la malchance de passer après 73. Vraiment, les glorieuses, j'en ai entendu parler vaguement. Mais 40 ans de crise, c'est trop profond, c'est trop long. Donc on est en transmutation. On est dans quelque chose qui est bien plus incident que simplement une crise. À mon avis, on est en chrysalide, pour reprendre la belle métaphore de la métamorphose. On est en train de transmuter pour aller peut-être vers un seuil qualitatif de civilisation. Si on est dans cet entretemps, comme le dit si joliment Patrick Boucheron dans son essai, on est dans un moment, à mon avis, peut-être même de nouvelle renaissance. Dans ce moment aussi structurant il y a 500 ans, où on a encore les fils et les filles de la Renaissance. Et si on est en Renaissance, si on est dans cet entretemps, si on a besoin d'énergie pour transmuter, eh bien les exploratrices et les explorateurs, je trouve, elles sont bonnes conseillères. Un explorateur, pour voyager, il a 2 moyens. Soit il évite les écueils devant lui, et par défaut, ça crée une voie. On a visité des champs entiers du monde comme ça. Soit on se choisit un horizon clair. Et là, pour le coup, on sait qu'il va y avoir des tempêtes. Et on a d'autres choix que de les traverser. Donc, par contre, on a le choix avec l'énergie avec laquelle on traverse la tempête. Soit l'énergie de vie, soit l'énergie de mort. Et on peut changer les caps stratégiques. Mais comme on est mu par l'horizon, on saura retrouver de toute façon notre étoile. On est dans ce moment où on doit questionner la question des horizons ensemble, où on veut aller et où on veut aller ensemble. Et regarder comment le monde politique, mais le monde économique aussi, ne répond pas à cette question-là, parce qu'elle est compliquée. Vous voyez aussi comment les partis politiques ont changé de nom, et d'ailleurs certains s'appellent Horizon, quand d'autres s'appellent Renaissance, quand le troisième s'appelle l'Avenir en commun. Ils ont bien compris que la destination est redevenue d'actualité. Ils n'ont pas la réponse, mais ils ont senti la problématique. Eh bien, en choisissant l'horizon, on répond à cet apophthegme grec de Sénèque qui disait « Nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». On doit bouger. On a d'autres choix que de bouger. Donc autant faire coalition avec celles et ceux qui veulent, et on est nombreux, on est légion, pour aller vers un demain qu'on saura construire ensemble. Merci. Et d'ailleurs, vous savez, je ne sais pas si vous avez essayé de faire un trait droit. Il y a un architecte une fois qui m'a dit, mais si tu veux faire un trait droit, c'est très simple. Regarde le point où tu vas et faites l'expérience. Vous verrez que au lieu d'avoir un trait comme ça, si vous regardez le stylo, ça fait ça. Et alors que ça va tout droit. Et même le sprinter. Le sprinter qui va aller vite, il est obligé de regarder loin. S'il regarde ses chaussures, il tombe. Donc il y a vraiment une vertu à prendre du recul pour éloigner l'horizon. Alors, on n'est pas très loin de la conclusion. On va faire un dernier tour de table et c'est vraiment 90 secondes chacun. Cette crise, cette accumulation de crises, pardon, j'en bafouille. Moi, j'ai une fille, quand elle avait 11 ans, elle m'a dit « Papa, je suis content de ne pas être né avant. » Pour quelqu'un comme moi qui a un peu la sensibilité, climat catastrophique, etc., c'est plutôt sympa. Bon, la deuxième moitié de la phrase, c'était parce que l'Internet n'existait pas. Et si je vous posais à chacun la question, je suis content de ne pas être né avant. On commence par toi, Alain ? On ne choisit pas son pays, on choisit pas, enfin bref, on choisit pas sa date de naissance. Non, pardon, je prends mon temps pour dire 2 trucs que je voudrais dire. Excuse-moi, Gilles. T'as tes 2 minutes, t'en fais ce que tu veux. Merci beaucoup. Parce que je voudrais parler de 2 autres coalitions dont on n'a pas parlé. On a beaucoup parlé de la première, qui est une coalition entre nous. C'était un propos quand même un peu anthropocentré, c'est-à-dire qu'effectivement, nous devons faire davantage coalition, équipe. Et il y a un truc d'ailleurs, juste en 10 secondes complémentaire sur ce premier chapitre, c'est qu'il faut qu'on encourage la bienveillance, l'encouragement. Il faut arrêter de se penser plus intelligent dans la critique que dans l'acquiescement. Moi, j'en ai marre de voir à longueur de journée des gens qui se jugent et qui expliquent en jugeant qu'ils savent mieux que les autres. Et je viens de le faire. Je rigole. Ce que je veux dire par là, c'est que on a aussi une culture, et notamment en France, l'homme qui dit non est plus grand que l'homme qui dit oui, etc. etc. Il faut être capable aujourd'hui, si on veut des V5 performantes, d'arrêter de flinguer les V0 sous prétexte que, non, je t'explique, c'est pas si bien que ça. La vie ne fait que de l'expérimentation continue, de l'essai-erreur. Faisons de l'essai-erreur en continu. Donnons ces chances à des expérimentations, à des prototypes. Demain a déjà démarré. Il y a plein de choses formidables, ici et ailleurs. Et c'est ça qu'il faut faire grandir. Deuxièmement, deuxième coalition. Il faut qu'on fasse coalition avec le vivant. Il faut arrêter de penser notre avenir uniquement pour nous. Refaisons équipe avec la nature, avec le vivant, la biodive, les écosystèmes, peu importe, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, on adore les querelles sémantiques en France, on s'en fout. Faisons équipe avec ce qui n'est pas nous.
On n'a pas d'autre avenir. Notre avenir, c'est une communauté de destin. On ne peut pas, on a 250 000 ans en tant qu'espèce. On a en face de nous 3,8 milliards d'années. Si on continue comme ça, on aura été l'espèce la plus éphémère sur Terre. C'est quoi là? C'est de l'intelligence, ça? Si on continue comme ça, on sera moins intelligent en termes de résilience qu'un ver de terre, que des diatomées qui sont là depuis 300 millions d'années. On a 250 000 ans et on est déjà en péril. Donc, deuxièmement, deuxième coalition. Moi, c'est mon truc, j'adore. Faisons équipe avec le vivant. Troisièmement, je termine, pardon. Faisons une coalition entre biodive et climat, ou entre biodive et carbone. Biodiversité et climat, c'est des enjeux qui sont liés, mais pas de même nature. La biodiversité est une solution au problème climat. L'excès de carbone qu'on a dans l'air, il vient d'où? Il ne vient pas de la planète Mars. C'est un carbone qu'on a trop extrait, parce qu'on brûle la vie, parce qu'on tue la vie. Le carbone, c'est la vie. Et qu'on ne peut plus réintégrer. Pourquoi? Parce qu'on tue la vie. Et donc, si vous voulez décarboner l'atmosphère, l'urgence, c'est de recarboner la Terre. La biodiversité est une solution au problème climat. La biodiversité, c'est la meilleure tech de décarbonation massive. Il faut que dans les entreprises, les enjeux et les financements biodives montent à hauteur des financements carbone qu'il faut préserver. Mais il n'y aura pas d'autre solution que de lier ces deux enjeux-là et de considérer finalement la biodiversité, et je termine là-dessus, comme notre enjeu clé de voûte. Quelles sont les deux courbes qui avancent le plus vite? Est-ce que c'est la courbe de la décarbonation qui avance plus vite que la courbe de l'effondrement massif de la biodive? Quelle est la courbe qui va le plus vite? Ce n'est pas les économies à moins 30 ou 40% d'un truc que je fais de toute façon trop. Faire un peu moins de beaucoup trop, ce n'est pas assez. Donc il faut régénérer le vivant. C'est notre assurance vie. Merci beaucoup, Vanessa. Oui, 2 minutes aussi, c'est ça? Alors, moi, je vais rebondir avec les propos de Gilles Boeuf, incroyable biologiste, conteur, qui dit déjà, il est trop tard pour être pessimiste. Donc, on est d'accord, il est trop tard pour être pessimiste. De la même façon, il est trop tard pour être nostalgique. J'adore cette période que l'on vit actuellement. Alors d'abord, Eckhart Tolle nous dirait que le seul pouvoir que l'on a, c'est le pouvoir du présent. Donc on partage un présent, on agit dans ce présent, on ne va certainement pas regarder ce qui était mieux ou ce qui fonctionnait mieux avant. On vit une des plus grandes aventures civilisationnelles de tous les temps. Et c'est nous qui en sommes les artisans, en coalition avec la nature, parce qu'il va être temps, effectivement, qu'on fasse coalition avec la voix silencieuse de la nature. Merci, j'étais surpris par le temps. Amaury, c'est à toi. Alors, effectivement, bon, pareil, je suis au contact d'étudiants tous les jours. Et moi, ce qui me fascine et ce qui me fait dire qu'effectivement, c'est mieux d'être maintenant qu'avant, c'est finalement cet accès à la connaissance. Et au-delà de l'accès à la connaissance, c'est la capacité d'agir avec un impact qui est à la portée de tout le monde. Si on regarde le prix de création d'une start-up, de lancement d'une activité et le délai dans lequel on peut le faire, etc., c'est des choses qui se sont considérablement réduites ces 10, 15, 20 et encore même maintenant 2 ou 3 dernières années et encore même ces derniers mois. Si on regarde avec l'intelligence artificielle, on est capable de faire des choses avec des capacités de levier qui sont absolument phénoménales. Et quand je regarde l'énergie, pour revenir à ce que disait Vanessa, l'énergie des étudiants et d'une certaine manière aussi la naïveté dont ils font preuve, qui je pense est critique pour les entrepreneurs, justement le fait qu'ils vont se lancer dans la dépollution des océans, ils n'ont même pas peur. Et le même pas peur, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Quand j'accompagne des étudiants qui montent des entreprises depuis une vingtaine d'années, ça fait assez longtemps que j'ai compris que ça ne servait à rien de leur dire que ce n'était pas possible. Ils le savent. Par contre, c'est, voilà, si tu fais comme si, ça marchera un petit peu mieux pour telle chose. Si tu fais comme ça marchera un petit peu tel mieux. Tiens, il y a tel exemple, telle personne, telle chose, telle solution, etc. Et finalement, nous, on est les vieux, entre guillemets,
déjà l'intelligence artificielle, on est dépassé. Internet, c'était déjà un peu plus compliqué, mais on y est arrivé à peu près. L'étape d'après, c'est eux qui vont la construire. Donc moi, je suis extrêmement enthousiaste sur cette capacité finalement qu'on va avoir de résoudre des problèmes extrêmement complexes sur les maladies, la solution finalement avec énormément de solutions. Donc je suis je dirais pas techno-optimiste, parce que sinon, faire critiquer par mon voisin. Mais en tout cas, je suis entreprise optimiste, ça c'est évident. Je pense que le changement, il vient de l'articulation entre la recherche et l'entreprise. La recherche qui va trouver de nouvelles solutions. On a eu les prix Nobel qui sont arrivés aujourd'hui, hier, et l'entreprise qui, d'ailleurs, met en œuvre ces innovations. Merci. Mathieu, je crois qu'il va nous emmener dans une approche très florentine pour finir. Moi, je trouve qu'il y a une coalition qui manque aujourd'hui et qui était là autrefois. Et elle manque aujourd'hui pour servir demain. Il y a 500 ans, si vous me suivez dans l'analogie avec la Renaissance, il y a eu un moment dans la Renaissance à Florence où les Médicis ont rencontré les Raphaël. Et en fait, les Médicis, ils ont incubé la Renaissance par cette rencontre. Ils ont donné la puissance du monde ancien au service du monde qui allait advenir. Et si on se rappelle des Médicis, ce n'est pas parce que c'était des banquiers, c'est même pas parce que c'était des papes. C'est parce qu'ils sont irrémédiablement associés à cette période féconde de métamorphose du monde. Donc moi, l'invitation en conclusion, c'est révélez-vous les Médicis. On a besoin de vous. Les Raphaël et les Raphaël, eux, aujourd'hui, ont besoin d'énergie argent. On a besoin d'alimenter la forêt qui pousse et pas seulement alimenter la forêt qui meurt. Donc les Médicis, révélez-vous, soyez les résistantes et les résistants du monde d'après. Merci. C'est amusant enfin amusant. Finalement, le mot qui a été le plus prononcé, alors que c'est la fin de journée, il y a des, dont moi qui ont des trains à prendre, c'est énergie. Et donc je crois que si on a réussi, finalement, la synthèse des 2 jours, si c'est qu'on repart tous avec une bonne énergie, je crois que c'est plutôt pas mal. Et notamment une énergie joyeuse. Moi, on m'a souvent reproché d'être trop optimiste. Même Libé, pendant la COP, j'ai mis l'optimisme triomphant de Gilles Béraud. D'ailleurs, je le revendique aujourd'hui. Mais je crois qu'au-delà, la question joyeuse, elle est importante. Parce que quand on donne de la joie, on peut parler d'amour, etc. C'est à la fin de journée. Hein. D'habitude, on hésite. Mais en tout cas, quand on donne ce genre de choses, plus on en donne, plus on en a. Donc, profitons-en. L'abondance est là. Et effectivement, on va y arriver à l'année prochaine.